France Maghreb 2. Au sommaire de ce grand forum, la récap, comme chaque vendredi, retour sur les faits marquants de l'actualité de la semaine évidemment. On va parler des Gilets jaunes au travers de la question du jour, puisque nous sommes à la veille de la grande manifestation prévue à Paris. Allez-vous participer au rassemblement dans la capitale ou dans votre région, comme c'est le cas pour certains rassemblements? Bien, vous nous répondez sur Facebook, France Maghreb 2, ainsi que sur Twitter, LGF officiel. Donald Trump a déclaré à CNN, sans l'Arabie Saoudite, Israël serait en grande difficulté. Le président américain peut-il encore protéger longtemps son protégé MBS? Alger a demandé la tenue d'une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA pour parler de la question du Sahara occidental. 2 semaines après une intervention du roi du Maroc sur le sujet, l'Algérie qui répond au Maroc. Analyse et décryptage dans cette émission avec Tarek Mabi pour vous accompagner dans un instant sur France Maghreb 2. Soyez les bienvenus, c'est le LGF jusque 18h. LGF, le grand forum, merci d'être avec nous en ce vendredi. Nous sommes aujourd'hui, sur France Maghreb 2, 23 novembre, avec, comme chaque vendredi, le vendredi c'est Mami. Tarek Mami, comment ça va? Bonjour Christophe, ça va très bien. Parce que récap. D'abord c'est la récap de la semaine, là on s'approche de la récap de la fin de l'année, et comme d'habitude on souhaite la bienvenue et le bonjour à toutes, à tous. C'est aussi un petit signal pour ceux qui considèrent que les franco-maghrébins sont toujours dans l'imposition du voile et de la gifle pour les femmes, et qui n'ont pas encore compris dans quelle société ils vivent et quelle radio ils écoutent surtout. Bon, bah voilà, on vous avait affiché la teneur. Ouais. Jusque 18h, c'est parti avec un programme chargé, bien entendu. On va discuter de tous ces sujets, et le sujet principal de la semaine, évidemment, c'est ces fameux gilets jaunes. Vous voyez, j'en perds la couleur. J'ai rien dit. Ouais. J'aurais moi dit gilet rouge, vous auriez vu rouge. Donc, je vous laisse faire. Non, mais c'est un lapsus non révélateur. Non, si. Peut-être. C'est la pensée cachée qui ressort derrière la pensée officielle. Peut-être. En tout cas, nous sommes à la veille d'une grande manifestation prévue demain à Paris, mais aussi au niveau local. Du coup, on vous a posé la question aujourd'hui. Est-ce que vous allez vous participer, question directe, à ces rassemblements, le rassemblement de Paris d'abord, ou dans votre région? Je vous donne un résultat dans un instant, juste un petit zapping de ce que l'on a pu entendre dans les différents médias sur ce sujet. Au pied de la Tour Eiffel, c'est le Champ de Mars qui a été choisi par les autorités. Il doit accueillir quelques 30 000 gilets jaunes. Le Champ de Mars répond probablement mieux que d'autres lieux dans Paris à ce critère. Oui, 24 hectares, il y a de quoi noyer une foule de plusieurs milliers de personnes. Réponse immédiate des gilets jaunes sur les réseaux sociaux. Et puis quoi encore? Ce n'est pas au gouvernement de décider qui doit manifester et où on doit manifester. On va pas aller à cet endroit-là, non. Je sais pas d'où vient cette information, mais c'est absolument pas le cas. Et un communiqué sera fait demain pour signifier le programme de la manifestation. Ce sera certainement, oui, autour de l'Élysée de toute façon, voilà. Donc il y aura un bouclage qui empêchera de toute façon les manifestants. Un bouclage de la place. Bien sûr, il y aura le périmètre ne sera pas accessible, et donc il y aura des forces de l'ordre qui dissuaderont cette manifestation. Je suis là pour vous remonter les revendications. La revendication première du peuple, c'est soit une dissolution de l'Assemblée nationale, soit un référendum. Parce qu'on en est là. Ça n'a plus rien à voir avec les carburants. On est bien d'accord. Bien sûr que non. Quand j'entends certains de mes collègues dire il faut qu'ils s'habituent et prendre le vélo ou une patinette, excusez-moi, on n'a même pas de trottoir dans la ruralité, même nous ça nous fait rire. Tout ne se décide pas à Paris. Ce qui a été mal vécu par nos concitoyens, c'est des sujets imposés comme les 80 km/h. Je l'avais dit, je pense que ce sujet des carburants, c'est la goutte d'eau qui fait déborder le vase. Nous payons l'addition aujourd'hui. Voilà un petit peu de tout ce que l'on a pu entendre donc sur ces fameux gilets jaunes, sur cette grande manifestation. En tout cas, Tarek, c'est un sondage qui est sorti aujourd'hui qui n'arrange pas les affaires du gouvernement. Selon une étude Autopsa pour le Figaro et France Info, près de 8 Français sur 10 trouvent le mouvement des gilets jaunes justifié. 2 tiers des interrogés voudraient qu'il se poursuive. Aujourd'hui, les gilets jaunes donc poursuivent leur mobilisation dans plusieurs régions, mais le grand test, ce sera donc demain, avec un rassemblement prévu donc à Paris. C'est une séquence difficile pour l'exécutif, cher Tarek, qui s'est enfin décidé à répondre au mouvement, puisqu'une réponse est prévue en début de semaine prochaine. Emmanuel Macron a entendu le message des Gilets jaunes, fait savoir l'Élysée, et a finalement décidé donc d'y répondre. Ce sera mardi prochain. Le président prononcera donc un discours devant le Conseil national de la transition écologique pour donner un nouveau cap à cette transition, mais pas pour en changer.
a insisté ce matin chez nos confrères de RTL, le ministre de la Transition écologique, François de Rugy. Le président nous a dit, on continue, on maintient le cap sur la transformation du pays, notamment en matière d'écologie. Ce n'est pas contradictoire. En même temps, nous sommes à l'écoute des Français. Et donc, il faut savoir, en effet, bouger. Il faut bouger. Emmanuel Macron donc ira-t-il jusqu'au moratoire sur la taxe carbone, comme le demande d'ailleurs ce matin la députée en marcheuse Brigitte Bourguignon dans le journal Le Monde. Pour l'instant, donc l'Elysée évoque de nouvelles mesures d'aide sans les préciser. Des négociations sur tout le territoire pour rendre cette transition, je cite, acceptable et démocratique. Un infléchissement donc de l'exécutif, alors qu'hier, le très populaire Nicolas Hulot en a remis une couche, estimant que s'il avait été entendu lorsqu'il était ministre, le mouvement des Gilets jaunes aurait pu être évité. Et alors, vous en parliez, donc on en parlait tout à l'heure, Emmanuel Macron, bat un nouveau record d'impopularité. Selon une étude BVA, le président ne rassemble aujourd'hui, Tarek, que 26% d'opinions positives. 26, ça n'a pas beaucoup bougé, cher Christophe. Il était à 26 il y a quelques temps. J'essaye justement, cher Christophe, chers auditrices, chers auditeurs, de ramasser toutes ces idées dans mon avis tranché que je lirai tout à l'heure. Ouais. Mais en réalité, la situation est très, très complexe. On est d'accord. En face, des gens qui demandent des réponses très, très, très simples. Et vous ne pouvez pas donner des réponses simples à des situations complexes. Et c'est je dirais pas l'ambiguïté, c'est toute la difficulté qu'affronte le président de la République, voire la classe politique, parce que quand j'entends monsieur l'ancien ministre de l'Intérieur, monsieur Hortefeux, passer pour déclarer sur une radio d'information continue que ce n'est pas raisonnable d'augmenter le prix de l'essence et du gasoil, j'aurais voulu avoir en mémoire très vite à quel prix était le gasoil et l'essence lors de l'arrivée de M. Sarkozy, donc de M. Hortefeux, et à quel prix il était à la fin. Parce qu'on est rentré non pas dans une pédagogie explicative de ce qui se passe, et tirer les conséquences des erreurs politiques qui ont été faites. Je reviendrai dans mon papier, parce que c'est vrai que le pouvoir d'achat, d'après les indicateurs des instituts économiques, a progressé, sauf que ces institutions ne calculent pas par catégorie socio-professionnelle, mais pour l'ensemble du pays. Et qu'à l'intérieur de ces indicateurs positifs pour tous, il y en a qui ont beaucoup gagné, il y en a qui ont un peu gagné, et il y en a qui ont perdu. Et c'est cette ambiguïté sur laquelle de laquelle le président de la République doit sortir. Et je pense tout à la fois, j'allais dire en tant que citoyen, qu'il ne faut pas dévier de la trajectoire de la transformation écologique de notre pays, tout en donner les moyens pour ne pas sembler reculer à ceux qui en ont le plus besoin. Et par exemple, revenir aujourd'hui sur les fameux 5 euros qui ont été retirés pour les retraités, ça serait un geste d'apaisement. Il y a deux démarches contradictoires. Continuer à rentrer dans ce changement pour affronter le climat. Je vais peut-être faire une vision anti-Front National et anti-extrême droite, Christophe. Le fait que le climat se transforme négativement, notamment en Afrique, qu'est-ce qu'il va avoir comme conséquence principale? C'est que les gens ne pourront plus vivre en Afrique et ils vont monter pour aller vivre là où c'est possible de vivre. Donc on va multiplier l'immigration contre laquelle l'extrême droite gueule à longueur de journée, non pas par des dizaines de personnes, ni par des milliers de personnes, mais peut-être par des millions de personnes. Donc si on veut que les millions de personnes vivent dans leur milieu naturel, il faut aussi faire de manière à ce que la pluie continue à tomber normalement, l'agriculture continue à fonctionner normalement, en Amérique du Sud pour que les gens ne montent pas vers les États-Unis, et en Afrique pour que les gens ne montent pas en Europe. Parce que quand vous faites des politiques industrielles et que vous implantez vos usines les plus polluantes dans ces régions du monde, vous préservez votre univers nord-américain ou nord-européen en pensant que vous n'allez pas avoir les conséquences de vos gestes. Ben non, messieurs, il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le droit de suite. Vous polluez dans le sud, les gens du sud viennent chez vous. Alors, le gouvernement qui met en garde, Tarek, les manifestants contre tout débordement
demain, lors de la mobilisation à Paris, certains manifestants refusent en effet que ce rassemblement soit cantonné au Champ de Mars, comme le réclame l'exécutif. D'ailleurs, le Champ de Mars, est-ce que c'est vraiment un lieu qui se prête à ce genre de manifestants? Je vais vous dire que Johnny, de son vivant, a fait quelques concerts dans cet endroit. Oui, mais c'est un concert. Non, mais c'est un concert. Mais parce que cet endroit... C'est pas une manière de noyer un petit peu la masse? Non, mais c'est pas ça. La masse, il y a deux choses à faire. Vous avez une tradition dans chaque ville française de trajets, de manifestations, mais depuis des années. C'est-à-dire pour des raisons de sécurité. À Paris, il y a deux chemins, il y a en gros, 3 trajets, parce que j'en ai fait moi des manifs dans ma vie. Donc j'en ai fait surtout pour la Palestine et pour d'autres causes, mais j'en ai fait. République, nation. Non, mais on fait République à Bastille ou République à Nation. Ça, c'est le premier axe. Le deuxième axe, justement, comme le président Arafat est venu en France pour la première fois, on nous avait, en tant que manifestants, interdit de faire la République à Nation, et ils nous ont fait de République à d'Enfer-Rochereau. Je sais pas si vous voyez où c'est d'Enfer-Rochereau. Donc, donc, ils nous ont éloignés le plus possible de toute possibilité d'aller vers l'Opéra ou d'aller vers l'Élysée ou un truc comme ça. Et le troisième gros trajet, c'est toujours de République, mais on s'arrête à l'Opéra. Donc, à aucun moment, il y a en France des manifestations qui sont autorisées à partir de la place de la Madeleine en général ou de la place de la Concorde et surtout d'aller de la Concorde à l'Élysée pour des raisons de sécurité, d'institution. Donc, c'est lui qui demande une autorisation, il propose un endroit, et on lui accorde cet endroit, ou pas, pour des raisons de sécurité, et on lui propose un autre endroit. Et s'il ne veut pas du deuxième endroit, il n'organise pas ça. Il y a une petite problématique, Tarek, c'est que demain, effectivement, les autorités disent c'est au Champ de Mars, et vous avez, ça c'est une information que nous confirment nos confrères de RTL, qui nous disent que parmi les axes choisis par les manifestants, il y en a 9 au total, et qu'ils seront dévoilés au dernier moment. Et la démarche reste la même, c'est d'aller devant l'Élysée. Oui, mais elle peut pas aller à l'Élysée. Alors, moi je vous pose la question, comment ça se passe s'il y a par exemple, on va dire, prenons grosso modo 60 000 personnes à Paris, comment vont se comporter les CRS? Moi je pense que sur les 30 000, il y aura pas 60 000. Non mais imaginons. Non, mais on peut pas imaginer. Aujourd'hui, les gens qui sont dans ce mouvement, en dehors de l'Élysée, il y en a qui vont aller continuer en province à faire la rocade. Oui, bien sûr. Oui. Bon. Est-ce que ces rocades vont être demandées en tant qu'autorisation de manifestation ou pas? Je rappelle juste que la dame morte à 10h du matin le samedi était sur un endroit, une rocade, non déclarée, non autorisée. C'est aussi ça le risque que les organisateurs de Gilets jaunes ou que les Gilets jaunes doivent prendre en considération. Deuxième chose, dans aucun pays du monde, vous ne faites une manifestation, on vous autorise pour aller jusqu'au cœur du pouvoir. Une exception aux États-Unis, en face de la Maison Blanche, mais l'espace est ouvert et tellement espacé qu'il y est arrivé de faire donc des manifestations autorisées, comme du temps de Martin Luther King. Donc il faut s'attendre à des débordements demain. S'il y a des débordements, la police fera son travail et les gens, je pense qu'ils vont être mis en demeure d'avoir à aller rejoindre, et sinon je pense que ça va tourner mal, j'allais dire non pas pour l'État, mais pour les manifestants, parce qu'ils sauront, si on arrête une dizaine, qu'on les amène directement au tribunal, ils vont se retrouver avec 6 mois de mois ferme, on appelle ça la comparution immédiate, et la comparution immédiate, c'est pas monsieur Macron qui l'a faite, c'est, je crois que c'était monsieur Perfit, dans les années 75-77, quand il y avait les casseurs, qui a inventé cette procédure, non, il était ministre de la Justice. Alors on en a parlé au cours de cette semaine de plusieurs faits, effectivement, qui se sont déroulés autour de ces manifestations des Gilets jaunes. Oui. On a un témoignage direct, il s'appelle Bilal et il a vécu ça hier soir. Bonsoir Bilal. Bonsoir. Bienvenue en direct sur France Maghreb 2. Alors vous êtes dans quel secteur vous d'abord Bilal? Moi je suis de Paris. De Paris, d'accord. Et vous avez été confronté aux Gilets jaunes hier soir? En fait, moi je suis technicien réseau depuis maintenant 10 ans. D'accord. Et on fait un peu toutes les villes, tous les départements, toutes les régions. Ouais. Et notamment dans les endroits montagneux, les campagnes, vous savez, là où il y a les antennes en fait. Bien sûr, ouais. On voit le réseau 4G. Et hier, on a fini le boulot, il était à peu près 22h, 23h. Ouais. Et l'autoroute était fermée. Donc on a dû emprunter les nationales. Et on était où? Dans quel secteur, Bilal? C'était en Basse-Normandie. Basse-Normandie, d'accord. Basse-Normandie. Et là-bas, il y a plusieurs ronds-points. Ouais. Là-bas, enfin, je sais pas si on peut appeler ça des militants.
Ils nous ont arrêtés, c'était un barrage. On s'est arrêté devant, on a mis le frein. Et là, ils faisaient rien du tout. Ils nous regardaient pas, on attendait, on s'est dit qu'est-ce qu'on fait? On descend, on bouge les plots, on fait quoi? Et là, il y a un mec qui est arrivé à ma droite, moi j'étais côté passager, avec un casque de moto et une cagoule. Donc on voit pas son visage. On voyait pas son visage. Je baisse le carreau, et il me dit ouais, tu veux quoi toi? Non. Pardon, on veut passer, on veut juste passer. Et je sentais, il empestait l'alcool un peu. Et donc là, à ce moment-là, j'ai senti un peu le danger. Et en fait, il y avait une atmosphère un peu chelou parce qu'il y avait des palettes qui brûlaient à gauche. Il y avait de la musique de bal musette là, bizarre, des filles qui dansaient à côté d'une voiture. Vous savez, comme dans les films là, où règne le chaos là. Oui. Une ambiance. C'est des Walking Dead avec des vivants quoi. Une ambiance flippante. Voilà, donc 2 Arabes au milieu d'un champ avec ces gens. Bon, je suis pas là pour faire l'arabe persécuté. J'ai jamais voulu faire l'arabe persécuté. Je trouve que c'est ça c'est un faux prétexte. Mais alors, comment ça s'est fini alors, Bilal? Bah en fait, mon frère, il me regarde, il sait que je suis un peu plus nerveux que lui. Il me dit, Bilal, garde ton calme. Parce que j'ai remonté le carreau, il me dit garde ton calme. Je dis ouais, mais là, pourquoi il nous laisse pas passer? Il me regarde, il me dit attends, je vais descendre. Et moi, j'ai eu peur pour mon frère. Et je dis attends, je descends avec toi ou pas? Il me dit non, je vais y aller tout seul. Il descend, il arrive, et les mecs, ils le regardent bizarrement. Et il y a un mec qui s'approche de lui et qui commence à le sentir au niveau de son cou. Genre, il rapproche son nez au niveau de son cou, et il fait une tête genre tu pues, un truc comme ça. Et là, mon frère, il revient, il me dit ils m'ont parlé mal, mais c'est bon, on va y aller. Puis il est cool, hein, mon frère, il est vraiment cool. Et il me dit ouais, non, c'est rien, c'est des gens, ils sont là, ils essayent pour nos droits, tout ça. Mais moi, je pense que c'est pas la bonne méthode. Parce que... Et en fait, en définitive, vous êtes passé après? Ouais, on est passé, mais et à un moment, il y a une dame qui a dit ouais, mais pourquoi tu les as laissés passer? Non. Appelle-les, bloque-les, il commence à crier, tout ça. En fait, il y avait un gentil, un méchant, une méchante, une gentille. Eux-mêmes, entre eux, ils étaient pas d'accord, déjà. Oui, c'est un mouvement qui est pas tout à fait structuré, on le voit au quotidien, ça c'est clair. Bah oui, mais c'est dommage pour les autres militants qui sont sincères. Et qui sont majoritaires, rappelons-le, parce que tous les faits qu'on rapporte, ce sont... Vous savez, moi je pense, hein, c'est comme partout, c'est la minorité qui fait plus de bruit, hein. C'est ça. Je pense, en tout cas j'ose imaginer que la plupart de ceux qui viennent manifester, que ce soit dans les campagnes ou dans les grandes villes, à la base je pense qu'ils partent de bonne foi. Effectivement, ce sont des gens qui pour la plupart connaissent des difficultés pour finir leur fin de mois, qui en ont marre d'être taxés, et malheureusement j'ai envie de dire pour Macron, c'est qu'il est en train de payer tout l'historique de tous les politiques de ces 30 dernières années. Et aujourd'hui ça tombe sur lui parce qu'il nous avait prévu le changement, il nous avait promis un changement de cap, etc. Donc il se trouve que les gens en ont marre. Ils sont fatigués, notamment les retraités à qui on pique encore de l'argent, alors que tous ces gens qui sont partis, on parle de l'évasion fiscale, plus de 75 milliards d'euros seraient en dehors de la France. Donc voilà, il y a toutes ces choses qui font que... Mais là où ça pose un problème, à mon sens, hein, c'est qu'on est parti sur une base qui était intéressante, effectivement, sur les taxes et compagnie. Quand on en arrive aujourd'hui à parler de demander la démission de Macron ou la dissolution de l'Assemblée nationale, je pense que là on se trompe de combat. Il faut bien sûr. Il faut déjà s'organiser pour demander la baisse des taxes avant de demander autre chose, vous voyez? Oui, bien sûr, mais pas en tout cas, Bilal, merci d'avoir raconté ce qui s'était passé pour vous. Juste un dernier petit message, Christophe. Bon, tout le monde a un gilet jaune dans son coffre. Donc n'importe qui peut demain faire un barrage. Et non, je vous crois. Je veux dire, ça me rappelle de mauvais souvenirs dans ma tête, mais je les garde pour moi. Ah oui. Le mot barrage, n'importe qui peut faire un barrage. Ça nous rappelle à nous. Ça nous rappelle nous, les Maghrébins, ce qui s'est passé en Algérie avec ces barrages. Bien sûr. On ne sait pas à qui on a affaire. J'ai eu le même ressenti hier. Et de l'autre côté de la barrière, si c'est fait chez les gilets jaunes et chez les politiques français, ils ne peuvent pas avoir dans leur imaginaire ce que nous avons dans notre imaginaire avec le mot barrage. Et faux barrage. C'est ça. Et depuis ça, il y a toujours une atmosphère nauséabonde en France. Il y a une petite guerre silencieuse. Il y a des gens qui attendent que ça. Et je pense que ce mouvement, ça a été un prétexte pour eux, pour les gens d'extrême droite, pour pouvoir arrêter les gens dehors, pour
Voilà, quoi. Bon, il y a de la récupération politique, j'ai envie de dire, c'est de bonne guerre, hein. Voilà. Après, effectivement, on va voir comment l'exécutif va répondre à tout cela. Merci beaucoup, Bilal. À bientôt. 01 40 33 9000. Tarek Mami, sondage et questions qu'on a posées directement aux auditeurs. Bah, vous savez que les auditeurs de France Maghreb 2 n'iront pas en masse, en majorité, donc demain manifester, que ce soit d'ailleurs à Paris ou dans leur région, puisqu'ils sont 66% à dire non, je ne participerai pas demain à ces manifestations, parce qu'il y en aura plusieurs. Alors, comment vous l'expliquez? Je vais l'expliquer. Paradoxalement, dans le sondage en France, on dit qu'il y a 66% des citoyens français dans leur globalité qui soutiennent le mouvement. Faut retenir, 66. Dans les auditeurs de France Maghreb 2, il y a 66 qui n'y vont pas. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas les 66% des auditeurs de France Maghreb 2 qui vont pas, mais ce sont les 66% des Français qui soutiennent. Mais parmi ces 66%, il y a combien de personnes qui vont effectivement y aller, Christophe? C'est ça qui m'intéresse. Ouais. En clair, deux tiers sont pour la poursuite du mouvement. Non, mais il y a combien de tiers qui va y aller sur place? Ah, ça c'est ça reste une inconnue. Non, et je vous explique que dans ce pays, dans beaucoup de moments de l'histoire, il y a beaucoup de courageux, mais qui sont pas téméraires. Courageux, ils soutiennent le mouvement des autres, mais eux, ils ne font jamais rien pour lui donner une valeur ou un contenu. Donc pour moi, ces 66% n'existent pas, en tout cas les 66% de ceux qui sont pour, parce que je les verrais en pour, c'est d'abord on avait dans les participations électorales 66% de personnes, et on sait très bien, on a vu la semaine dernière, on était à 27% du côté d'Evry, donc en fait, les contestataires sont de l'ordre de 20%, et encore, sur les 20%, il y a peut-être encore 10% uniquement au total qui vont bouger, parce que même si le ministère de l'Intérieur baisse les chiffres de la participation, 300 000, c'est énorme, la semaine dernière. Imaginez, cher Christophe, que les 300 000, en réalité, ne sont pas 300 000, comme on dit, selon la police, mais 1 million. Ça fait 1 million sur 66 millions d'habitants. Alors, qu'est-ce que vous prenez? Vous prenez les 65 millions qui vont pas, ou vous prenez le million qui va. C'est pour ça que c'est très complexe. On fait ce qu'on veut avec les chiffres après. Hein. Non mais moi je l'ai augmenté par 3. On peut pas faire plus. Ouais. Le ministère de l'Intérieur dit 300. Je lui donne 1 million. Mais 1 million sur 66, il y a 65 qui manquent. Donc qui a raison? Le million ou les 65? C'est aussi ça la politique, Christophe. En tout cas, vous continuez de répondre à la question que l'on vous pose aujourd'hui. Donc, est-ce que vous allez, oui ou non, participer à ce rassemblement demain à Paris ou dans vos régions? Parce que beaucoup ont fait le choix, et je le sais pour avoir quelques connaissances et familles sur le terrain dans la France profonde, j'ai envie de dire. Beaucoup ont fait le choix de non, on n'ira pas à Paris, nous on reste chez nous. C'est là que ça se passe. Et beaucoup, très sincèrement, ont pris peur aussi, Tarek. Oui, tout à fait. Par le manque d'organisation de ces gilets jaunes, par le fait qu'ils contestent l'endroit où ça se fera, etc. Et beaucoup redoutent finalement ces débordements qui sont probablement à craindre malheureusement demain. Et preuve que c'est pris très au sérieux, c'est pas moins de 3000 CRS policiers qui seront donc mobilisés pour ces rassemblements, sachant d'ailleurs que donc l'exécutif a prévenu, il bloquerait du haut des Champs-Élysées jusqu'aux Tuileries. Bien sûr. Donc tout le quartier serait bloqué. Alors on va voir comment ça va se passer, évidemment, ça risque d'être folklore. Alors par contre, très intéressant d'observer, cher Tarek, que finalement ces gilets jaunes eh bien ne font pas pchit pour les médias parce qu'ils en font leur chou gras. Édition spéciale demain toute la journée, comme ce fut le cas d'ailleurs la semaine dernière, hein. Samedi, vous avez remarqué. Ça fait une semaine que ça dure. Ça fait une semaine. Ils étaient sur le terrain partout, etc. Et demain, ils remettent le couvert. Hein. Excusez-moi. Et toute la semaine, il n'y a pas eu d'autres sujets de pratiquer sur la majorité. Je ne vais pas citer. Moi, je suis journaliste professionnel. Je connais beaucoup de collègues. Je connais beaucoup de directeurs de ces médias. Et je vais peut-être sortir du lot une ou deux télés d'information continue qui ont fait le travail tel que je le pense, tel qu'on le fait ici à France Maghreb 2. Il y a France 24 qui couvre à la fois ces gilets jaunes et ce qui se passe ailleurs en France et ce qui se passe dans le monde. Vous avez, excusez-moi Christophe, vous avez France Info, la télévision du secteur public, qui alterne les sujets. Et vous avez en gros 2 télés d'information dites continues, 2,5 parce que LCI fait la moitié-moitié, et les 2 autres, tout le monde les connaît, qui ne font que ça. Et qui ne font pas de pédagogie tout en donnant la parole. C'est-à-dire que quand ils invitent un gilet jaune qui dit des choses, derrière, ils ont la dépêche que ce monsieur appartient au parti politique La France Debout, et ils ont surtout un autre qui a été exclu du Front National pour discrimination et racisme exagéré,
et on les passe à l'antenne, et derrière, on ne dit pas. Voilà, ce monsieur qui vient de parler, à qui on vient de donner la parole, il appartient à tel ou tel parti alors qu'ils le savent. Et donc, c'est ce travail-là, si vous voulez, de manque de pédagogie qui fait qu'on dirait qu'en fait, il faut entretenir la plèbe, il faut entretenir le mouvement, il faut que ça parle, il faut que ça meuble, parce qu'il y a les 66% que vous avez donné, cher Christophe, qui regardent, qui s'autochauffent et qui participent pas à la manif. Moi, j'ai deux questions à vous poser. Allez-y, cher d'abord, on preuve que ça marche parce qu'ils ont battu les records d'audience la semaine dernière, les chaînes d'info. Si on prend 66% de la population, cher Christophe, ça veut dire que sur 65 millions, vous en avez 30, vous avez 40 millions qui regardent. Ça fait monter l'audimat. Beaucoup de gens soutiennent, mais ne veulent pas aller sur le terrain. Moi, je les appelle les courageux, mais pas téméraires. Pas téméraires, merci. Voilà, courageux, mais pas téméraires. Par contre, comment vous expliquez que ces gilets jaunes s'en sont pris à plusieurs reprises contre des journalistes? Parce que, si vous voulez, ils estiment jusque-là que les journalistes étaient ou sont l'instrument du pouvoir politique. Et beaucoup disent que M. Macron, le président de la République, a été élu grâce à la presse. Et ils tombent dans ce que on peut appeler le populisme dans le mauvais sens du terme. Et ils considèrent que tous ceux qui ne disent pas exactement la même chose, que donc il faut les insulter en quelque sorte, sauf que eux-mêmes, je le dirais dans mon papier, ils n'ont pas d'éléments de langage construits, cher Christophe, et partagés. Et donc, on demande qu'on baisse le prix de l'essence ou qu'on annule la taxe, le président dégage, un référendum. Le référendum, d'ailleurs, ça vient, et je le dis parce que je l'ai lu à plusieurs reprises dans plusieurs endroits, ils reviennent à l'idée de M. Mélenchon avec son référendum révocatoire. Oui, référendum populaire. Non, révocatoire. Oui, révocatoire. Oui. Si c'est révocatoire, aucun président, y compris M. Mélenchon, ne pourra tenir dorénavant plus de 12 mois et pas 18 mois. Ouais. Alors, moi, ce que j'aimerais, en tout cas, s'il y en a qui parmi nous écoutent cet après-midi, nous dire d'abord s'ils vont ou pas participer, et en l'occurrence ceux qui participent m'intéressent. Vous permettez que je profite, cher Christophe, de continuer une autre idée. En fait, nous, à France Maghreb 2, avec nos moyens, nos grands moyens et nos petits moyens, nous ouvrons l'antenne à nos chroniqueurs, nous ouvrons l'antenne à nos auditeurs avec ce que vous avez mis en place, donc la Libertad, et cette radio est ouverte à tous. Et on se retrouve dans des situations paradoxales où tout le monde estime qu'il a le droit de parler et de dire tout ce qu'il veut, mais qui refuse qu'on lui impute une qualité et qu'on lui impute une critique, et qu'on dise quelque chose qui peut être vrai, qui peut être fausse, mais je veux dire qui, à France Maghreb 2, n'est jamais fausse, intentionnellement et de mauvaise foi. Et on est dans cette société, et nous on représente une partie de la société française, où on se retrouve avec le dilemme, comment on donne la parole à tous ceux qui interviennent France Maghreb 2, comme le Bilal à l'instant qu'on connaît pas un auditeur qui appelle, comme nos différents chroniqueurs, on a quand même une vingtaine, avec comment dire, des tranches d'âge différentes, des trajectoires politiques différentes. Et en France, en fait, avec l'adoption de la loi dont on n'a pas beaucoup parlé ici, cher Christophe, la loi sur les fakes a été adoptée, définitivement. Et bon, heureusement qu'officiellement, elle ne s'appliquera que pendant la campagne électorale, mais pas toute l'année. Mais qu'est-ce que c'est qu'une information fake? Qu'est-ce que c'est qu'une fausse information? À partir du moment où le journaliste, de bonne foi, fait son travail. Et le CSA n'est pas un tribunal dans le sens de la fausse information, c'est-à-dire déformation ou autre. Il y a une chambre à Paris qui s'appelle la 17e chambre correctionnelle pour la diffamation. Et le gouvernement fait adopter une loi. Il la donne au CSA pour l'appliquer. Le CSA ne pourra pas l'appliquer, j'ai lu la loi. Et le CSA sera emmerdé, si vous permettez l'expression, entre guillemets, parce qu'il ne peut pas s'autosaisir ou réagir quand on va le saisir, et en même temps, il peut rien faire. Et donc, c'est cette ambiance globale, je dirais un mot, si vous permettez, j'en termine là, sur ce point particulier, c'est le buzz des réseaux qui est en train de s'imposer comme mode d'information dans notre pays. Et les gilets jaunes sont sont une des facettes de ce buzz qui se veut info. Dans un instant, on fera un petit crochet par la Tunisie, cher Tarek. Tout à fait. Avec un ancien ministre. Oui. Qui a sorti un livre. Oui, qui a sorti un livre. Alors, c'est un ancien ministre de l'économie. Et c'est c'est l'ancien donc patron de la banque centrale tunisienne, et qui à l'époque il a travaillé avec le président Ben Ali, non pas directement dans ce poste-là, mais peut-être dans un autre poste, mais en tout cas qui a vécu le 14 janvier en Tunisie sur place, et on va lui poser la question, et qui a vécu le fait que la Tunisie était à l'échelle internationale, nous a-t-il dit hier, et j'étais surpris,
classé en 2e pays émergent pour donc basculer de l'autre côté de la bonne économie et qui aujourd'hui se retrouve 98e. Merci d'être avec nous et restez bien en direct avec nous sur France Maghreb 2 dans le LGF avec Tarek Mami. France Maghreb 2, France Maghreb. LGF sur France Maghreb 2 avec Tarek Mami en ce vendredi. Bienvenue à vous, merci d'être en notre compagnie. On a quelques difficultés à joindre l'ancien ministre pour qu'il puisse nous parler de son livre. Et on parle d'économie en l'occurrence. Alors, le ministre s'appelle Monsieur Taoufik Bakar et le livre s'appelle Le miroir et l'horizon. Voilà, donc on l'aura peut-être d'ici la fin de l'émission. Alors on est dans cette question du jour, donc on aimerait bien un petit peu vous sonder, vous, à savoir pourquoi, enfin si vous y allez demain ou pas. En l'occurrence, j'aimerais bien avoir des gens qui ont fait le choix d'y aller. Pourquoi ils s'en expliquent. Est-ce que alors, mais Tarek, moi la question que je me pose, est-ce qu'on n'a pas finalement nous aussi à notre manière, les médias en général, pris des faits comme on a rapporté avec Bilal, monter ça en haut de l'affiche et prendre des faits qui restent minimes sur tous les rassemblements qui ont eu lieu, qui sont condamnables, on est tous d'accord, que ce soit pour la femme à qui on a obligé d'enlever son foulard, que ce soit la femme noire qui s'est fait traiter de sale noire, et tout le reste. Est-ce qu'on n'a pas monté tout ça en épingle pour discréditer le mouvement quelque part? Est-ce qu'on n'a pas, nous, participé à justement minimiser un petit peu les choses et qu'aujourd'hui on observe une certaine radicalisation de ce mouvement? J'allais dire oui et non, cher Christophe. Oui, parce que nous avons tous tendance naturellement, en tout cas ceux qui n'appartiennent pas aux 10% les plus riches de France, d'être du côté des manifestants et du côté des gilets jaunes, spontanément et d'une manière émotionnelle. Et après, sans réfléchir, j'allais dire spontanément. Et après, on commence à regarder qu'est-ce qui se passe, qui est derrière, qui essaie de manipuler ou de récupérer. Et sur les 300 000, peut-être qu'il y a, cher Christophe, il y a déjà 2 morts. C'est 2 morts de trop. Bien sûr. Et en général, dans les manifs en France, il n'y a pas de mort. Même si on dit qu'en 68, il n'y a pas eu de mort, ou il y a eu 1 mort, je veux dire, mais 68 n'est pas rien dans l'histoire de la France. Donc 2 morts pour cette opération Gilets jaunes, ça fait beaucoup. 500 blessés, dont certains sont graves, ça fait beaucoup. Interdire la circulation aux autres parce que vous avez décidé d'interdire, vous n'avez pas le droit. Donc, et toujours ce côté complexe qui se met en place, cher Christophe, fait que les gens spontanément sont pour, et après regardent ne serait-ce que 3 faits divers, 3 sur 300 000 qui ne signifient rien, mais que les gens retiennent. Oui, c'est ça. Ça veut dire qu'on a participé quelque part. Non, mais parce qu'on ne veut pas être à la place de la femme, surtout dans les auditeurs de France Maghreb 2, qui porte un foulard et qu'un homme ou qu'une femme ou quelqu'un lui dit enlève ton foulard. À quel titre? Donc ça nous touche directement. On se bat d'ailleurs toute l'année pour que quand il y a des propos islamophobes ou voilà. Alors je passe de l'autre côté de la barrière. Un couple homosexuel dont un adjoint au maire et son compagnon, ils se font insulter de tous les mots qu'on connaît dans cette société française. On ne peut pas accepter. Et la troisième, c'est la dame de couleur noire qui est française et qui peut-être à 99% elle est née en France, donc son pays est la France, et il y a une bonne femme parmi les gilets jaunes qui lui dit rentre chez toi. C'est où chez elle? Bon, et vous avez ces 3 choses qui choquent. J'allais dire, ça choque 3 parties de la diversité française. Et les gens vont plutôt construire avec raison cette fois et pas avec l'émotion et la passion le fait que ces gens-là ne sont pas respectables. Et les 3 qui ont procédé de la sorte vont salir l'image de 300 000. Et ça, tant que et ça revient à la question, pas d'organisation, pas de chef, pas d'éléments de langage partagés, pas de paroles que les uns et les autres disent ensemble. Et tout ça fait que l'image négative est en train de prendre le dessus sur tous ceux ou chez tous ceux qui considèrent qu'ils ont quelque chose à dire sur le plan des médias, les intellectuels, les écrivains. Et c'est ça, si vous voulez, et c'est ce qui nous amène, moi le premier, à parler de poujadisme, de jacquerie et de bof. 3 bofs, ça liste 300 000 citoyens. C'est ça. Alors, c'est vrai que on prend les chiffres d'aujourd'hui. Si on avait fait le même sondage vendredi dernier, le résultat n'aurait peut-être pas été le même. Chez les auditeurs de France Maghreb 2, probablement.
et j'allais dire chez les Français en général. Non, mais chez les Français, il était à 66 la semaine dernière, il reste stable, mais encore une fois, c'est des courageux, pas téméraires. Ouais. Alors, effectivement, vos appels 01 40 33 9000 pour nous dire vous ce que vous pensez un peu de tout ça, est-ce que vous allez y aller ou pas, pourquoi vous avez choisi de pas y aller, et finalement est-ce que l'exécutif, mais aussi bien les journalistes et tous ces gens de pouvoir n'ont pas peur justement de ce mouvement, comme vous l'avez rappelé très justement, non organisé, et quand on a affaire à des gens qui sont pas organisés, c'est justement on part un peu dans l'inconnu, Tarek. Donc ça, on préfère des choses structurées avec les syndicats, on préfère un adversaire qu'on connaît, à un adversaire qu'on connaît pas. C'est ça. Et on préfère un ennemi qu'on connaît qu'un ennemi qu'on connaît pas. C'est ça. Et là, c'est toute la difficulté, j'allais dire, de l'exécutif vis-à-vis de la réponse à apporter. Quant aux intentions qui sont lancées sur les réseaux sociaux, qui est un outil utilisé qui a été un outil essentiel, j'ai envie de dire, pour l'organisation quelque peu des Gilets jaunes, notamment Facebook, mais aussi Twitter. Où alors là, moi je regarde un petit peu ce qui se passe sur ces mouvements-là. Encore aujourd'hui, ils ont décidé de ne pas donner l'endroit à laquelle ils donnaient rendez-vous à 8h demain matin aux gens. Ils ont dit on attendra la dernière minute pour vous donner les rendez-vous. Et à chaque fois qu'ils publient un truc, je peux vous dire que c'est hyper relayé. C'est à base de 5000, 10 000 partages. Donc les réseaux sociaux sont vraiment une arme, un outil utilisé par ces gilets jaunes. Ça a été essentiel pour eux. Ben oui, Christophe, et en fait, il donne indirectement, je parle de 2 ou 3 pseudo-organisateurs cachés, il donne le bâton pour se faire battre. Quand on est en République, et quand on est dans une famille, quand on est entre copains, la règle du jeu doit être connue à l'avance. Quand vous rentrez pour jouer un match de foot avec 11 joueurs, vous dites pas on vous donnera 3 minutes avant de descendre dans l'arène les noms de joueurs. Bon, on ne dit pas, tout d'un coup, comme on est en position de faiblesse, on va en mettre 14, nous, contre les autres pour gagner. Et donc, à partir du moment où vous ne respectez pas des règles sociales globalement, vous devenez l'ennemi de tous et vous recueillerez moins de soutien spontané quand vous allez subir le bâton ou l'emprisonnement ou autre. Bon, on quitte temporairement les Gilets jaunes pour mieux y revenir tout à l'heure dans votre avis tranché, cher Tarek. Oui. On va partir du côté de chez Donald Trump. Parce que alors là, c'est quand même des déclarations en pagaille chez Trump, mais celle-ci, que je souhaite vous faire écouter, c'est en anglais, évidemment, mais on vous donnera la traduction. Non, pas Christophe, non. Donc on vous donnera la traduction, évidemment, l'essentiel de cette traduction, de ce discours prononcé. Au moins, on peut dire qu'avec Trump, les choses sont plus ou moins claires, voire même très claires. Écoutez plutôt. If we didn't have Saudi Arabia, we wouldn't have a big base. We wouldn't have any reason, probably. I mean, if you look at Israel, Israel would be in big trouble without Saudi Arabia. So what does that mean? Israel's going to leave? You want Israel to leave? We have a very strong ally in Saudi Arabia. We have an ally that said they did not commit at the top level, the Crown Prince, the King. They did not commit this atrocity, and it's an atrocity. Voilà, Donald Trump. Alors en gros, Tarek, sans l'Arabie Saoudite, Israël sera en grande difficulté. C'est ce qu'il dit. Donc, alors l'avantage de ce monsieur, c'est qu'il parle cash, comme disent certains, et que le langage diplomatique il connaît pas. Et il s'adresse pas aux Saoudiens. Là, il s'adresse pas aux Arabes. Non, il s'adresse aux Américains. Non. Il s'adresse aux Américains de son camp qui soutiennent Israël. Ouais. Et il leur dit, moi je sais que vous soutenez Israël jusqu'au bout. Et comme moi je suis comme vous, moi je ne veux pas que quelqu'un touche à Israël. Or, ces gens-là, c'est le lobby israélien aux États-Unis, notamment l'AIPAC et quelques autres. Et c'est surtout, et on oublie souvent de le dire, surtout dans la presse française et occidentale, plus que le lobby israélien, juif, extrémiste, américain, de l'AIPAC et d'autres, Israël est aujourd'hui soutenu par les évangélistes qui sont antisémites et qui sont anti-juifs, mais qui sont guidés par une autre idée. Il faut regrouper tous les juifs en Terre Sainte pour que le vrai Messie revienne, que le catholicisme, en tout cas que l'évangélisme devienne la vraie religion de l'humanité, et qu'il abatte quelque part les juifs et la religion. Donc vous êtes en train de nous dire que c'est un piège qui leur tend en fait. Non mais il s'en faut parce que chacun, comme les extrémistes musulmans, cher Christophe, quand quelqu'un rentre dans son intégrisme et pense que sa religion est la bonne et il faut que sa religion atteigne son but, qu'est-ce qu'il fait? Il utilise tous les moyens et il se trouve que les Israéliens s'allient avec les évangélistes en disant
On les laisse dire ce qu'ils ont à dire, on n'en a rien à cirer. Mais par contre, tout ce qu'ils font serve nos intérêts immédiats. Ouais. Et c'est pour ça que l'extrémisme religieux, quelle que soit la religion, la chrétienne, la musulmane ou la juive, sont des pièges contre le vivre ensemble de l'humanité entière. Alors quand il dit donc et il a dit autre chose aussi dans une autre déclaration, quand il dit que l'Arabie Saoudite finance aujourd'hui l'antiterrorisme alors qu'auparavant elle l'a financé, le terrorisme, ça, là aussi il parle encore, il parle cash là. Là il ment. Là c'est un menteur. À quel sens? À quel sens? L'Arabie Saoudite ne lutte pas contre l'extrémisme religieux et ne finance pas la lutte contre l'extrémisme religieux. Mais il ne ment pas sur la partie lorsqu'il dit qu'elle l'a financé, elle a soutenu le terrorisme. Elle l'a soutenu, et j'allais dire, on peut dire qu'elle l'a soutenu jusqu'à l'effondrement. Il y a deux dates peut-être qu'il faut retenir, cher Christophe. Elle l'a soutenu jusqu'à ce que MBS ouvre la guerre au Qatar, et elle l'a soutenu jusqu'à l'effondrement de Daesh en Syrie. Oui. Alors, et elle a commencé en Afghanistan contre la présence de l'armée russe. Alors, c'était, je crois, dans les années 89 ou quelque chose comme ça, mais je veux pas dire des bêtises. Abdeslam, Itache, notre ami Sofiane Lardari et les autres m'en verront peut-être la vraie date où ça a commencé. Mais j'allais dire, depuis l'invasion, 79, l'invasion donc des troupes russes de l'Afghanistan a commencé en 79, et immédiatement l'Arabie Saoudite, avec Ben Laden, ont commencé donc à financer ce qu'on peut appeler le terrorisme d'une certaine manière. Et d'ailleurs, pour les auditeurs de France Maghreb 2, j'ai toujours en mémoire de leur dire ce qu'a fait l'Arabie Saoudite, et ce qu'ont fait certains pays musulmans, et ce qu'ont fait, j'allais dire, les citoyens afghans. Quand ils se battaient, cher Christophe, retenez les deux mots, quand ils se battaient contre les Russes, c'était des moudjahidines. Ouais. Et M. BHL a écrit des articles pour soutenir les moudjahidines. Et les moudjahidines, c'était la version positive des djihadistes. Et à partir du moment où l'Union soviétique, la Russie a perdu la guerre en Afghanistan, et que avec les mêmes moyens, ont commencé à attaquer les Occidentaux, on est passé de moudjahidines, qui a la valeur positive, à djihadiste, qui a la valeur négative. Alors il y a quand même deux faits importants. Et ce fait, il faut que les auditeurs de France Maghreb retiennent de ce mot pourquoi celui qui a fait la guerre en Afghanistan contre les Russes est un moudjahid, et celui qui fait la guerre en Afghanistan contre l'Américain est un djihadiste. Il y a deux faits importants qui se sont déroulés quand même cette semaine. C'est Donald Trump qui a remis en cause les accusations de la CIA vis-à-vis de Mohammed Ben Salman, MBS. Il dit clairement, bon, ok, la CIA, elle a effectivement dit des choses, mais il n'y a rien de très gênant. Jusqu'à quand Trump va pouvoir se protéger son ami, peut-être pas son ami réel, mais son ami, j'allais dire, par intérêt, MBS. Vous voulez la date, Christophe? Jusqu'à ce qu'il continue de cracher le fric, parce que le jour où il terminera de payer les 450 milliards signés, il le lâche. Ouais. Le problème, c'est que les 450 milliards sont signés sur 10 ans, et que le mandat de président américain, même s'il est réélu, c'est maximum 8 ans. 8 ans, voilà. Donc il le soutiendra jusqu'au bout, parce qu'il n'aura pas touché les 450 milliards. Quitte même à se mettre à dos, j'allais dire, l'Amérique profonde, parce qu'ils sont totalement contre. Mais c'est un commerçant. Ouais. Le commerçant fait, excusez-moi l'expression, le commerçant fait un budget prévisionnel de 450 millions au bout de 10 ans. Et d'ailleurs, il va commencer 450 milliards de dollars. Oui, 450 milliards que MBS va payer. Oui, sur 10 ans. Et pour ce faire, il va commencer une grande tournée dans tous les pays, notamment au Maghreb, en Algérie, en Tunisie. Et par contre, il n'ira pas au Maroc. Voilà. Bon, on verra bien. On verra d'abord est-ce qu'il ira en Tunisie ou pas, parce que vous ouvrez le chapitre, cher Christophe. En Tunisie, aujourd'hui, vous avez 50 avocats qui ont déposé une plainte au tribunal de Tunis pour demander l'interdiction judiciaire, donc par un jugement, de l'arrivée de ce monsieur MBS, voire à le demander à le faire arrêter quand il arrive en Tunisie. 1. 2, vous avez les associations de la société civile tunisienne qui se mettent en route contre l'arrivée de ce monsieur MBS. 3, et vous l'avez rappelé hors antenne, la manifestation d'hier, en tout cas la grève d'hier des fonctionnaires tunisiens, ils sont 630 000, a été suivie à près de 99%. Et donc vous avez les trois forces aujourd'hui qui sont contre le wahhabisme, qui sont contre MBS, qui se mettent en route dans la Tunisie, et ni le président de la République tout seul, ni le président, le chef du gouvernement
gouvernement, on appelle ça le Premier ministre tout seul, ne pourra prendre cette décision. Et donc pour vous, c'est compromis? Non, mais c'est pas compromis. Mais ça veut dire qu'il y a une résistance de la société civile et des syndicats qui vont s'opposer à cette venue. Et comme en plus, vous avez un superbe bataille entre le président de la République et le Premier ministre qui s'entendent pas, bah, il faudra qu'ils trouvent un terrain d'entente. Et vous avez, pour ajouter la dernière goutte qui va déborder le vase, pire que le taxe sur l'essence en France, vous avez un Nahda qui est donc un mouvement qui appartient aux frères musulmans. Et MBS qui lui est contre les frères musulmans, et Nahda pèsera de tout son poids pour que MBS ne vienne pas. Oui, alors donc c'est pas demain la veille qui va arriver, le 6 décembre, c'est encore loin. Retenez bien les amis. C'est Tarek Mami qui vous le dit aujourd'hui dans le Grand Forum sur France Maghreb 2. J'ai dit que c'est très compliqué, comme j'ai dit d'autres choses, parce qu'il faut que quelqu'un l'impose. Nahda ne l'imposera pas, elle est contre lui. De toute façon, qu'est-ce qu'il va venir chercher comme argent? Il n'y en a plus. Il vient pas chercher de l'argent, il vient proposer de l'argent pour que la Tunisie continue à le soutenir lui, au nom donc des intérêts économiques. Moi j'adore, je l'ai déjà dit ici. Mais pourquoi il va pas au Maroc alors? Parce qu'après il y va pas. Parce qu'il est en guerre fermée avec le Maroc, parce que le Maroc ne veut plus participer à la guerre des Yémen. Et parce que au Maroc, Monsieur MBS a voté contre le Maroc pour la Coupe du Monde. Donc il y a des choses quand même, et le foot. Par contre, ce qui m'étonne, c'est qu'en Algérie, on le reçoive. L'Algérie, bon, je vais pas faire le commentaire qui commande aujourd'hui en Algérie, c'est lui qui le reçoit. Pour terminer, je préfère moi la phrase de nouveau Premier ministre pakistanais qui dit nous sommes contre l'Arabie Saoudite et MBS, mais on a besoin de leur argent, c'est pour ça que je vais aller au Davos des déserts, j'ai besoin de cet argent. Justement, MBS ira au G20. On verra. Et prévu apparemment une rencontre en marge de ce G20 avec Erdogan. Je vous dis quelque chose, Christophe. Oui, dites-le. Et là, je prends le pari. Il peut aller au G20. Oui. Mais les présidents et les grands chefs d'État occidentaux ne se mettront pas sur une photo avec lui. Vous ne verrez pas une photo Merkel-MBS. Oui. Ça, j'en prends le pari. Par contre, MBS Erdogan, c'est possible? Oui, puisqu'il va lui dire, je te donne 250 milliards, la moitié de ce que je dois donner aux Américains, et que les Turcs, et à raison, ils ont besoin de cet argent, quitte à prendre l'argent et dans 6 mois revenir à la truc. De toute façon, moi, ma vision du monde, c'est que MBS ne sera jamais roi en Arabie Saoudite. Il peut tenir jusqu'au bout, c'est-à-dire jusqu'au jour du décès et de la mort de son père, mais il n'obtiendra pas ce qu'on appelle le comité donc de la fatwa ou le comité donc qui élit le roi. Il ne l'aura pas, ni aujourd'hui ni demain, parce que parmi ceux qui vont voter pour lui ou pas, il y en a beaucoup qu'il a mis au Ritz. Et vous savez, l'histoire est un éternel recommencement. Ça sera toujours un Saoud au pouvoir, donc. Non, mais ça sera un Saoud, mais probablement le frère du roi actuel. Donc on revient à l'ancienne règle, qui est l'oncle d'MBS, qui s'appelle Ahmed, qui était donc à l'étranger et qui est rentré il y a quelques jours. Joseph est avec nous au 01 40 33 9000 parce que votre avis nous intéresse, bien sûr. Joseph, bonsoir. Bonsoir, Christophe. Bonsoir, monsieur Mami. Bonsoir, cher monsieur. Moi, je suis pas d'accord avec vous, monsieur Mami. Heureusement. Ça sera le roi de l'Arabie Saoudite, forcément. Vous savez ce qu'on va faire? Simple. Allô? Non, je vais vous proposer quelque chose de simple. Oui, attendez, laissez-moi finir au moins. Non, mais je vais vous laisser finir, mais je vais vous faire rigoler en plus. Christophe prend votre numéro de téléphone. Si le jour de la nomination du prochain roi, excusez-moi. Non, mais c'est une boutade. Non, mais on fait un pari sur un repas? On y va? Allez. Je vous dis quelque chose. Non, on fait un pari sur un repas. Non, je sais pas une question de pari. Je vous dis pourquoi je pense comme ça. Forcément, il doit être le roi de l'Arabie Saoudite. Forcément. Et je vous dis pourquoi. Vous connaissez quelque chose qui s'appelle Safkat Qarn? L'affaire du siècle, vous connaissez ou non, vous connaissez pas? Vous en voulez les détails? Non. Je connais, bien sûr, je connais. Oui, bien sûr. Vous connaissez quoi? Voilà. Oui. Pour cette affaire-là qui soit conclue, il faut que le roi de l'Arabie Saoudite qui soit Mohamed bin MBS. Il faut. C'est pour ça, quand Trump il a dit que ça protège Israël, ça c'est vrai. Il faut que ça passe par là. Demain, MBS ne sera pas le roi. L'affaire du siècle, ça sera pas complet. Il faut que ça se passe, cette affaire du siècle. Elle ne se passera pas, cher monsieur. Non, je vous dis, attendez, ça fait 60 ans, ils sont en train de la préparer, ça. Elle ne passera pas. Tout simplement pas. L'analyse politique d'aujourd'hui, elle tient à 3 facteurs. Je vous laisse pas, allez, je vous laisse, mais il y a 3 éléments. On n'est pas sûr que monsieur Trump passe un deuxième mandat.
on n'est pas sûr que dans 6 mois, quand tu vas avoir les élections en Israël, M. Netanyahou va repasser. Et les peuples palestiniens, qui lui est en définitive le détenteur de la vérité historique de l'histoire, ne laissera pas passer. Voilà les 3 éléments. Après, bien sûr, on peut faire toutes les hypothèses. Côté Trump, il va passer une deuxième mandat, je vous assure, parce que les résultats économiques pour les États-Unis, ils sont milliards. Ils sont là, oui, c'est vrai, vous avez raison. Oui, sur le résultat économique, c'est vrai c'est un bon argument pour Trump. Les Américains, c'est comme tout le monde, ils cherchent leur argent de poche, c'est tout. C'est leur argent, c'est tout. Leur poche. Deuxième chose, MBS avec l'amir de l'Amira, avec tout le monde, ils sont mis d'accord pour l'affaire des siècles, il faut que ça soit complet. Troisième signal que vous n'avez pas marqué, il y a 3 semaines, quand le ministre de la Défense israélien, quand il a démissionné, entre parenthèses, parce que ils ont baissé la tête devant le Hamas, et c'est fou. Netanyahou, il veut pas polluer l'atmosphère autour de l'affaire des siècles. Il peut pas. Il faut que ça continue, il faut pas que ça bloque maintenant. Le seul sens pour Israël, c'est MBS, c'est Sisi, c'est Trump maintenant. C'est pour ça qu'on va fermer les yeux. On parle d'Erdogan. Erdogan, il a fait tous ces cinémas pour sauver l'économie turque. Rappelez-vous, les prêtres qui étaient en prison en Turquie, il était libéré, les Chinois aux États-Unis maintenant, il était passé par l'Allemagne, après à mon avis, les Chinois aux États-Unis, personne n'a parlé de ça, monsieur Mami. En douceur, on règle les problèmes économiques. Je vais pomper l'Arabie Saoudite au maximum. Je prends l'argent que je veux. Je vais sauver l'économie turque. Et tout le monde, chacun pour ses intérêts. On ne parle pas de problèmes religieux. On ne parle pas des problèmes historiques. Il faut que l'affaire des siècles soit continue. Merci, Joseph. Non, Joseph, on fait ce pari sur le repas pour qu'on puisse déjeuner ensemble, vous et moi. Moi, je vous appelle pour le repas, vous inquiétez pas. Non, vous m'appelez, et c'est lui qui a gagné. Mange gratuitement et c'est l'autre qui paye. C'est pour vous dire que c'est une analyse. Moi, je vous appelle, je vais passer à l'antenne. Oui. On va parler de ça plus tard. Ouais. Ok. Parce que c'est de l'analyse politique qui me fait dire qu'il ne sera pas roi. Vous avez vos arguments que je respecte et je vous ai laissé d'ailleurs parler sans les couper exprès pour que tout le monde comprenne. Et moi, mon analyse politique, c'est qu'il ne le sera pas. Et il y a un repas entre nous, mais en toute amitié. Merci Joseph. Voilà. Merci. À bientôt. Au revoir. Mais dans ce qu'il dit, il n'y a pas que du fond non plus. Oui, il y a des éléments qui, Christophe, en politique. C'est vrai que les intérêts qui comptent. Hein, non, c'est ça. Mais on est d'accord. Pomper l'Arabie Saoudite, ça c'est l'objectif de Trump. On est d'accord. Voilà. On est d'accord. Sauver l'économie turque pour Erdogan. Voilà. On est d'accord. Mais ce sont des éléments politiques sur lesquels on discute et on tire pas les mêmes conclusions. Mais Tarek, vous le premier, on était il y a encore pas longtemps, on avait des éléments qui indiquaient, on était tous en train de dire ça y est, MBS il est fini. Il est pas fini, il est encore là. Il est fini. Ce que nous n'arrivons pas à fixer, cher Christophe, c'est la date de la finition, comme dit l'autre. Ouais. C'est comme il y a 1 an, on a décidé de tuer Khashoggi, personne ne le savait, mais le journaliste était mort. On savait pas quelle date et où, mais il était mort. On est exactement dans la même analyse politique. Dans un instant, votre avis tranché, on va revenir là pour le coup au gilet jaune. Ça y est, il est fini, pratiquement. Il est tranchant. Non, il est pas tranchant. Il est pas tranchant, mais il est tranché. Oui. Très bien. Et après, on fera un petit tour par le Maghreb parce que on vous avait évoqué il y a 15 jours de cela la proposition du Maroc vis-à-vis de l'Algérie à un dialogue franc et direct. Oui. C'est ce qu'avait proposé le roi. L'Algérie a répondu à sa manière. On y reviendra dans un instant. Ne bougez pas, restez bien avec nous sur France Maghreb 2, le LGF avec Tarek Mami. Vos appels au 01 40 33 9. Je vous rappelle la question du jour également, qui est la suivante. Est-ce que vous allez, oui ou non, participer demain au rassemblement à Paris ou dans votre région, rassemblement des Gilets jaunes? Vous répondez, pour l'instant vous êtes majoritairement à dire non. Nous n'y participerons pas à 66%. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct sur votre radio France Maghreb 2 jusque 18h avec vos appels bien entendu pour participer à l'émission au 01 40 33 9000. Dans un instant, on va essayer de comprendre la réponse algérienne à la proposition
marocaine dans un instant, mais juste auparavant, on va revenir évidemment sur le sujet qui a fait la une de tous les médias, cher Tarek. C'est ces fameux gilets jaunes qui s'apprêtent donc visiblement à marcher, à brandir le pas sur la capitale. Donc oui, je vais combler, vous inquiétez pas. Eh bien c'est demain, donc grande manifestation. On rappelle que l'exécutif a donné un endroit, a désigné donc le Champ de Mars comme étant le lieu où pourraient se rassembler ces fameux gilets jaunes qui viendront en masse ou pas, on sait pas trop. Finalement, on est un peu dans l'inconnu. Et certains des gilets jaunes, alors on sait pas s'ils sont responsables ou pas parce qu'on a du mal à détecter qui fait quoi dans ce mouvement. Eh bien, ont décidé eux de braver l'interdiction quant à se rapprocher de l'Élysée. Donc, à savoir que sur les réseaux sociaux, Facebook et compagnie, des groupes ont été créés, notamment par un certain routier qui s'appelle Éric Drouet, qui fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux et qui notamment publie des choses assez régulièrement, photos, vidéos, et a indiqué que les rassemblements, les lieux seront connus à la dernière minute. Sauf que nos confrères apparemment d'RTL ont enquêté et ont détecté 9 lieux probables où les gilets jaunes pourraient se rendre pour, en définitive, arriver à ce qu'ils veulent, c'est-à-dire essayer d'approcher l'Élysée. C'est évidemment, on peut très certainement imaginer qu'ils n'y arriveront pas, parce que évidemment l'exécutif a prévu le coup et prévoit de bloquer donc tout le secteur du haut des Champs-Élysées jusqu'aux Tuileries. Pour faire une petite image de tous ceux qui nous écoutent et qui ne connaissent pas peut-être Paris, c'est un large territoire quand même qui part donc du haut des Champs-Élysées jusqu'en passant par la Concorde Madeleine pour aller vers les Tuileries. Donc voilà, blocage assuré et le renfort donc de pas moins de 3000 CRS, gendarmes et policiers qui seront déployés demain pour assurer la sécurité. On peut craindre malheureusement des débordements demain, parce qu'il y aura forcément confrontation à partir du moment où des gens veulent manifester là où ils n'ont pas le droit de le faire. Donc voilà un petit peu on en est. Donc la question du jour, on vous la rappelle, est-ce que vous allez oui ou non participer vous à ce rassemblement des gilets jaunes, que ce soit à Paris ou dans votre région, parce que beaucoup aussi Tarek ont fait le choix, amis auditrices auditeurs, de rester dans leur région par crainte justement ou par peur de venir sur Paris et peur que ça se passe mal, parce que les gens veulent manifester effectivement, mais pacifiquement pour la majorité d'entre eux. En tout cas voilà un petit peu comment ça se passe et ça se profile, et comme on le disait tout à l'heure, on part dans une inconnue et l'inconnu ça fait toujours peur. Donc on se demande un petit peu, y compris nous-mêmes, comment ça va se passer tout cela. Et certains autour de nous avaient l'intention d'y aller et au vu des événements ont décidé de ne pas y aller parce que voilà, ils n'ont pas envie non plus de risquer leur vie ou d'aller se prendre des coups comme ça malencontreusement. C'est pas l'objectif du truc. C'est bon. C'est bon. Alors on y va, c'est parti, puisque voici l'avis tranché de Tarek Mami sur les gilets jaunes jingle. Alors piétinez-moi, allez-y! Vous avez lu, entendu, regardé tout ce qui se passe autour de ce sujet qui a fait la une de tous les médias, cher Tarek, et vous en avez fait un avis tranché. Mon avis tranché aujourd'hui n'est pas tranchant, car la situation est complexe et les demandes en face sont trop simplistes. Les gilets jaunes sont dans la logique de en même temps. Le mot en même temps a fait florès pendant la campagne électorale électeur d'Emmanuel Macron, qu'il a porté en quelques mois de simples candidats émergents à président de la République. La presse s'est beaucoup amusée de cette drôle d'expression qui est un pur produit de marketing politique, probablement produit par une officine de communication et de propagande politique, comme il en existe plusieurs dans notre pays. Les gilets jaunes constituent en définitive, et quand on regarde ce qui se passe autour de nous, une espèce de table à 3 pieds, sauf que c'est une table à 3 pieds qui ne sont pas solidaires les unes des autres, ces 3 pieds. Le premier pied représente la politique économique et sociale du président Emmanuel Macron en place depuis son élection face à Madame Le Pen il y a 18 mois. Le second pied représente la réalité sociale, économique et politique de la France telle que les démontrent les chiffres des tableaux des indicateurs économiques officiels et la Cour des comptes après coup. Le troisième pied représente la souffrance sociale réelle d'une partie de la population française qui vit plus dans ce qu'on appelle le ressenti
que dans la propre réalité économique du pays. Un peu comme lorsque la météo annonce 7 degrés et que les personnes ressentent 3 degrés. En effet, l'INSEE et les instituts de suivi politique économique indiquent que la situation économique du pays s'est améliorée, que le pouvoir d'achat s'est amélioré, sauf qu'il faut préciser que ce pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré de la même manière pour la totalité de la population française, mais plutôt pour une tranche de cette population, qualifiée en général de riche, et que les classes moyennes ressentent, eux, une perte nette de pouvoir d'achat. Ces 3 pieds de cette nouvelle table française ne peuvent en aucun cas être aujourd'hui solidaires l'une de 2 autres, et c'est là tout le problème politique qu'affronte le président de la République, M. Macron. C'est probablement là le nœud gordien de la situation actuelle du pays et de ces gilets jaunes, de ce que la presse en dit. Certains qualifient le mouvement de jacquerie, de poujadisme et de bof qui se promènent. D'autres insistent sur le fait et le manque d'organisation, de représentation et de l'absence de chef connu ou reconnu, de porte-parole connu pour cette organisation. Tout cela n'empêche qu'il y a des gens, une partie de la population qui souffre, on ne peut pas le nier. Mais cette population qui souffre n'a pas toujours le bagou nécessaire pour exprimer cette souffrance. Ils n'ont pas non plus les éléments de langage, comme c'est la règle aujourd'hui, pour envoyer un message cohérent, global et partagé par tous vers la société française qui rentre effectivement dans le en même temps. Les gilets jaunes sont donc en même temps des personnes qui souffrent et n'arrivent pas à terminer le mois avec quelques euros sur leur compte bancaire, mais plutôt dans le rouge. Des personnes qui ne partagent rien en commun en dehors de la défiance de la classe politique concrétisée par l'abstention massive lors des élections et l'expression d'un ras-le-bol fiscal qui les fait oublier que leurs propres ancêtres ont eu l'imposition en 1957 de la fameuse vignette voiture, officiellement adoptée à l'époque à titre temporaire pour venir en aide aux retraités. Avec les gilets jaunes, il faut avoir de la compassion et en même temps exiger de la rigueur envers le comportement de ces gilets jaunes. Parmi les gilets jaunes figurent non pas nécessairement des extrémistes, mais plutôt des excessifs qui envoient une image éparse, mosaïque, au sein de laquelle apparaît quelques rares gestes de discrimination contre les identités de la diversité française, mais qui marquent. Comme cette personne de couleur noire, de nationalité française, probablement née en France, à qui on dit « rentrez chez vous ». Cette dame qu'on oblige de retirer son voile ou son foulard. Ce couple d'homosexuels qu'on traite de tous les noms. Les gilets jaunes, c'est toujours cette souffrance. Et en même temps, la mort de 2 personnes, dont une dame retraitée qui manifestait pour la première fois de sa vie, et plus de 500 blessés, dont certains graves. Les gilets jaunes, c'est toujours cette souffrance. Et en même temps, un membre de Debout la France, un membre du Front National exclu pour extrémisme, et des gilets jaunes qui reprennent des slogans de la France insoumise. Les gilets jaunes, c'est toujours cette souffrance, et en même temps une demande initiale de faire baisser le prix du gasoil, demande qui passe à démission du président Macron, demande qui passe à dissolution de l'Assemblée nationale, demande qui passe à la demande d'un référendum révocatoire. Récupération politique par l'extrême droite et par la France insoumise, à voir, à vérifier. Les gilets jaunes, c'est toujours cette souffrance et en même temps la pratique de l'expression favorite du président de la République et en même temps. Les 3 pieds ne peuvent aujourd'hui soutenir la nouvelle table France. Le droit de manifester est un droit constitutionnel, mais le droit de circuler, pareillement. Le président Macron se retrouve paradoxalement pris dans ce mouvement, dans sa propre expression favorite et en même temps. Merci, cher Tarek. Les choses sont au collège de ce avis tranché. 01 40 33 9000. Kamel est avec nous. Bonsoir Kamel. Oui, bonsoir Christophe, bonsoir Tarek, bonsoir aux auditeurs. Bonsoir. À entendre Tarek, bien évidemment, on ne peut que souscrire. Enfin, c'est un édito très intéressant. Ensuite, nous autres citoyens, que faisons-nous? C'est très important. Alors,
d'une part, tout à l'heure, tu citais, Christophe, un personnage, Monsieur Drouet-Éric. Je crois qu'il faut investir un petit peu sur ce qu'est le personnage. Il faut être vigilant, etc. Et j'ai fait un peu le job. J'ai mis quelques réserves quant à l'individu. Et il faut, faites le job également, vous, en tant que journaliste, veillez à faire très attention parce que effectivement, dans cette mouvance gilets jaunes, de citoyens lambda qui s'organisent, on va trouver de tout. Ouais. Et cette volonté à insister, à être présent sur le Champ de Mars, alors que vous l'avez très certainement suivi, un très très grand nombre de personnes ne souhaitent pas être sur le Champ de Mars. Pourquoi? Parce que c'est un peu une directive du gouvernement, du ministère de l'Intérieur, alors que les gens ne le souhaitent pas. C'est tous ces acteurs, ces femmes qui ont suscité l'intérêt autour des Gilets jaunes le disent très clairement sur les médias, les radios périphériques, etc. Alors, ça c'était une première chose. Ensuite, il n'y a pas que le Champ de Mars, effectivement, et tu l'as souligné tout à l'heure. Moi, je serai notamment, je vais le dire, et j'invite les auditeurs à être présents, demain à la République à 14h, concernant ce soutien que l'on peut, parce qu'en tant que citoyen, être gilet jaune, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il y a une véritable contestation? Je crois qu'au regard de notre société, effectivement, il y a une présence, il y a un intérêt à ce que les gens se mobilisent, parce qu'il y a véritablement dans la société, et vous le savez puisque vous en relevez très souvent les faits, eh bien, il y a une souffrance, et cette souffrance, il faut qu'elle disparaisse. Alors, comment faire? On est là face à une inconnue, les uns et les autres, les commentateurs, ceux qui réfléchissent, et les intellectuels, etc. Tout le monde est pris un peu au dépourvu par rapport à ce mouvement naissant qui marque le fait qu'ils ne veulent plus être téléguidés, chapeautés, etc. Ça se sent dans notre société. Après, effectivement, il y a tous ceux qui veulent ou qui vont tenter et qui commencent à tenter les récupérations. Alors, je vais vous dire... On synthétise, Kamel? Oui, non, mais tout à fait. Ce que je veux dire, c'est que les uns et les autres, il faut que nous soyons vigilants. Il faut véritablement bien regarder. Tout à l'heure, tu parlais de ce monsieur Éric Drouet. Je te recommande d'aller voir qui il est. J'en dirai pas plus là maintenant. On l'a cité clairement. On a cité les deux personnes, Kamel. On a dit que, sans mettre les noms, je vais pas leur faire de la propagande. Il y a deux personnes. Une personne qui est le représentant local de France Debout et l'autre qui appartenait au Front National, qui l'a exclu pour extrémisme. Oui, et on parle de qui là quand tu dis ça, Tarek? Je retiens pas les deux noms, mais les deux qui sont derrière cette organisation viennent de l'extrême droite. D'accord. Bon, très bien. Bon, écoute, j'ai aussi quelques sources. Je vous les donnerai le moment venu. En tous les cas, je vous invite à être place de la République parce que j'ai vérifié comment les choses allaient se passer là-bas. Vous avez demandé une autorisation? C'est le anti-racisme, c'est ça? Non, mais vous avez une autorisation pour la manif de demain? Absolument. Et c'est quoi le titre? Je pourrais prendre du temps pour te dire. Non, mais c'est pas ça. Non. Kamel, vous connaissez la règle de la radio. On va aller vite. C'est quoi le titre de la manifestation qui a lieu demain à République? C'est pas Gilets jaunes. C'est le soutien aux Gilets jaunes. D'accord, ok. Si. C'est un soutien aux différents rassemblements Gilets jaunes, absolument. Il n'y a pas de problème. Voilà. Merci, Kamel. C'est bien pour l'information. Déclaration, etc. Non, c'est très bien. Non, mais pour donner l'information exacte aux auditeurs, parce que nous, on a eu plein d'informations sur la marche des femmes, sur une réunion même truc antiraciste. Donc, on veut fixer. Donc, à République, c'est bien un appel pour soutenir les Gilets jaunes. Ils vont avoir du boulot, les CRS demain. De 14 à 17h, et les filles qui partent de l'opéra viendront terminer leur manifestation aux alentours des 16h30, 17h, également place de la République. D'accord. Voilà un peu les choses. Bon, on aura deux France demain, en fait. Si toutefois la radio souhaitait les avoir sous les yeux, il n'y a pas de souci. Okay. Merci, Kamel. À très bientôt. Je pense qu'il y a une députée qui va avoir des problèmes, cher Tarek. Et vous la connaissez? Sonia? Oui. Elle a arboré le gilet jaune. Elle a porté le gilet jaune en soutien aux manifestants. Ou à l'Assemblée nationale? Non, pas à l'Assemblée. Ouais. Bon, j'allais dire, la règle, c'est encore une fois, Christophe, vous rentrez dans une association, vous avez des statuts de l'association. Quand vous respectez pas les décisions de l'association, vous êtes hors association. Vous rentrez dans un parti politique. Le parti politique a pris une décision. Donc,
il y a le Parti socialiste qui permettait, lui, d'avoir, j'allais dire, tendance A, tendance B, tendance C. Mais vous avez au RPR historique, une fois que la décision est adoptée, ou vous la votez, ou vous la soutenez, ou vous quittez. Et vous avez la fameuse phrase de Chevènement, un ministre, donc un gouvernement, ferme sa gueule ou s'en va. Ça démissionne. Voilà. Donc celle-là, si elle ne respecte pas la majorité de son parti, ben, elle n'a qu'à aller faire son parti. Pourtant, on l'aime bien ici. Et elle nous avait d'ailleurs dit à l'antenne, dans une interview, je lui avais posé la question si elle avait des ambitions pour les municipales, elle n'avait pas répondu non. Donc on a bien compris un petit peu la trajectoire. Mais à quel titre? Elle va demander l'investiture indépendante ou l'investiture indépendante. Je crois que c'est comme ça d'ailleurs qu'elle a été élue à la base. Oui. Bon, alors juste un dernier petit sujet important parce que ça concerne le Maghreb. Oui, tout à fait. Entre Alger et Rabat, vous le savez, Tarek, amis auditrices, auditeurs, la situation sous tension concernant le Sahara occidental. Sachez que hier, jeudi, donc le ministère algérien des Affaires étrangères a admis avoir saisi officiellement le secrétaire général de l'Union du Maghreb arabe, qui est tunisien. Voilà, pour l'appeler donc à organiser dans les délais les plus rapprochés une réunion du Conseil des ministres des Affaires étrangères de l'UMA. Une initiative qui, toujours selon le communiqué du ministre, s'inscrit en droite ligne de la conviction intime et maintes fois exprimée par l'Algérie de la nécessité de la relance donc de l'édification de l'ensemble maghrébin et de la réactivation de ces instances. Oui. Cette saisine de l'UMA fait suite à une initiative de Rabat, rappelons-le, du roi Mohamed VI, qui estime que le règlement du conflit qui oppose l'Algérie au Maroc pourrait passer par la mise en place d'un mécanisme politique conjoint de dialogue et de concertation, de propositions selon des sources algériennes douteuses dans sa forme et suspecte donc de par son contenu. Alger avait alors officieusement indiqué que cette initiative royale ne mérite pas de réponse formelle. Près de 2 semaines plus tard, donc, le ministère algérien des Affaires étrangères estime que la relance des réunions des conseils des ministres à l'initiative de l'Algérie est de nature à introduire un effet catalyseur susceptible de redynamiser des activités des autres organes du Maghreb arabe. Une façon de montrer qu'une coopération, finalement, en tout cas des discussions avec le Maroc, est envisageable, mais qu'il ne faut pas que cela ne vienne unilatéralement de Mohamed VI. Une façon peut-être également pour Alger de montrer sa volonté de ne pas bloquer donc ce dossier hyper sensible, faut-il le rappeler, Tarek. Voilà un petit peu les éléments que je peux vous donner. On est à la radio, donc on n'utilisera pas certaines expressions, mais ce dossier est très à la fois anxiogène et difficile à traiter. Et on ne peut pas dire l'Algérie a raison, top, point, on n'en parle plus. Le Maroc a raison, point, top, on ne parle plus. Il y a un vrai problème dans ce dossier des relations... les deux sont d'accord qu'il y a un problème sur ce dossier-là. Non, voilà, donc nous... Déjà, on part sur un point d'accord là-dessus. On prend donc acte de ça. Ouais. Après... Est-ce que les uns et les autres, c'est-à-dire les décideurs politiques, pas les peuples, encore une fois, cher Christophe, est-ce que le roi du Maroc d'un côté et officiellement le président algérien de l'autre ont une volonté d'avancer pour régler ce problème ou pas? Ou est-ce qu'il faut sortir qui est le plus malin pour utiliser une phrase pour dire moi je veux, c'est l'autre qui veut pas? Ouais. Les populations du Maghreb et principalement du Maroc et de l'Algérie en ont marre de cette situation-là. Et donc, c'est soit qu'il y a de la mauvaise foi pour trouver une solution, je veux dire l'Algérie et la France, l'Algérie et le Maroc, je le dis pour la 1000e fois, n'ont pas fait 3 guerres mondiales entre elles. La France et l'Allemagne ont fait 3 guerres. 1870, 1914, 1939. Et aujourd'hui, c'est les meilleurs amis du monde. Frontière ou pas frontière, l'Alsace-Lorraine était française, occupée par les Allemands, récupérée par la France. Donc, où est-ce qu'il y a aujourd'hui la volonté dans ce Maghreb que nous aimons tous tant de régler le problème et d'aller de l'avant? Sinon, le roi a fait une proposition, les Algériens, pour emmerder le roi, ils lui balancent dans les dents une contre-proposition. Ouais. Les ministres des 3 pays, des 5 pays en fait, je vois pas quel est le ministre libyen des Affaires étrangères qui va venir déjà participer. Donc, regarde déjà la dimension, demander une réunion de l'UMA avec une Libye qui n'existe pas aujourd'hui, pour faire simple. Bon, avec une Tunisie coupée en 2 à 1 an des élections de l'année prochaine. Et donc, on fera la réunion et la réunion on constatera qu'on est d'accord sur rien. Aujourd'hui, le problème peut et doit être réglé par la plus haute autorité algérienne, la plus haute autorité marocaine,
en public ou en allant aux Canaries. Et la Tunisie, est-ce qu'elle peut pas avoir un rôle de médiateur dans cette Elle situation? peut, mais j'allais dire, aujourd'hui, vous avez quand même un poids économique de la Tunisie et un poids de personnes. Le Maroc, c'est 35 millions d'habitants. L'Algérie, c'est 35 millions d'habitants. La Tunisie, c'est 11 ou 12 millions d'habitants. C'est-à-dire, on va respecter la Tunisie pour les côtés, poliment. Mais si la volonté est de ne pas faire, on fera pas. En fait, chacun veut essayer de relancer le dialogue, mais à sa manière. Non. Chacun. À sa manière. Non, cher Christophe. Ils ne veulent pas relancer le dialogue, ni l'un ni l'autre. Chacun veut envoyer le message que c'est l'autre qui bloque toute volonté de régler le problème. Ouais. Et c'est pour ça que je lui balance donc cette proposition, et je sais profondément, en faisant la proposition, que l'autre ne l'accepterait pas. Et donc cette réunion des 3 ministres ou de 5 ministres des Affaires étrangères peut avoir lieu. D'ailleurs, pourquoi elle n'aurait pas lieu alternativement une fois au Maroc, une fois en Algérie, pour que les délégations qui en général sont assez lourdes, une trentaine de personnes, une cinquantaine de personnes, parce qu'il faut parler de tout, se déplaceraient et on verrait le message qu'ils veulent faire. Donc tout ça... Affaire à suivre. Non, mais je vous provoque, vous me reprovoquez, et devant nos populations, chacun dit « Ah, notre roi, il a fait une belle proposition. » Et les Algériens, légitimement, répondent « Mais l'Algérie, elle a fait une contre-proposition. » Et il n'y aura rien. Dans un instant, un petit zapping pour terminer cette semaine du LGF. Tiens, je vous rappelle juste un petit fait, une dernière minute, une info qui vient de tomber à Angers. Un homme qui prétend avoir des explosifs, demande à ce que les gilets jaunes soient reçus à l'Elysée. Ça commence. Eh ben, j'espère qu'il s'appelle pas Mohamed, pour qu'on rajoute une louche sur l'islam, l'islamisme et le djihadisme, et on verra à la limite si c'est nos amis de gilets jaunes ne prendraient pas une décision politique pour dire bon, à partir du moment où ça arrive à des menaces terroristes, on arrête tout, on fait rien. Et puis saluons aussi cette marche, parce qu'elle est à saluer, d'un homme qui est parti de Chalon-sur-Marne, je crois si je ne m'abuse, à pied, et qui veut aller jusqu'à l'Elysée pour faire porter un message à raison de 30 km par jour à pied, et décide aussi de faire la grève de la faim. Voilà, donc. Et lui, connaissant un peu la communication de M. Macron, il y a des chances pour qu'il soit reçu, soit directement par le président, soit en tout cas à l'Élysée, pour montrer que l'Élysée n'est pas contre le fait de côté. D'ailleurs, le président Macron a perturbé avant-hier soir le congrès des maires, l'assemblée annuelle des maires, en recevant 2000, et il s'est fait applaudir par les gens qui le matin étaient contre lui à la porte de Versailles. La communication, ça ne paye pas toujours, mais ça envoie des messages. Dans un instant, zapping pour terminer. France Maghreb 2, France Maghreb 2. Il nous reste 4 minutes, messieurs, dames, pour un petit zapping qu'on va commenter rapidement, cher Tarek, je compte sur vous, pour qu'on puisse avoir le temps. Et pour commencer ce zapping, les fonctionnaires tunisiens étaient dans la rue hier, on en parlait tout à l'heure, à l'appel de l'UGTT, et on peut dire quand même, Tarek, que le rassemblement ou l'appel à la grève a été très suivi, à en croire ce reportage, écoutez. Les fonctionnaires tunisiens en colère. Ce jeudi, des manifestations d'ampleur ont eu lieu dans toute la Tunisie, comme ici à Tunis, où le rassemblement a eu lieu devant le Parlement. L'appel à la grève générale lancé par le syndicat UGTT a été très suivi. Ce dernier estime que 90% des 800 000 fonctionnaires que compte le pays ont participé au mouvement. Principale revendication, le pouvoir d'achat, alors que la Tunisie connaît une forte inflation de 7,5% qui impacte fortement le budget des ménages. La chute du dinar et le chômage persistant au-delà de 15% pèsent aussi sur l'économie tunisienne. Le gouvernement nous parle aujourd'hui d'augmentation de salaire, mais nous ne réclamons pas des augmentations de salaire. Ce que nous voulons, c'est une véritable augmentation du pouvoir d'achat. Avec ce mouvement, le chef du gouvernement Youssef Chahed, aux affaires depuis 2 ans, fait face à son premier vrai test. Lié par des prêts consentis par les bailleurs de fonds internationaux, le pays a peu de marge de manœuvre. La sortie de crise pourrait être déterminante dans les résultats des prochaines élections présidentielles et législatives prévues l'an prochain. Voilà pour ce rassemblement, donc cet appel à la grève, donc qui a été un reportage de Euronews, je précise, sur la Tunisie. On en a parlé tout à l'heure, Tarek. Oui. Rien d'autre à rajouter? Oui, juste un mot. En réalité, l'année dernière, M. Chahed, toujours Premier ministre, avait promis aux syndicats de négocier une augmentation. Comme ils disent maintenant les Tunisiens, ils ne parlent plus d'augmentation des salaires. Pouvoir d'achat, c'est ce qui revient aussi, Oui, mais de rattrapage des pouvoirs d'achat. Ouais. Et l'accord devait être signé avant fin septembre 2018. Ouais. L'accord n'a pas été signé. Et aujourd'hui,
sous l'apparence d'une demande de revendication sociale clairement établie, puisqu'elle date de plus d'1 an. Il y a aussi une nouvelle bataille qui est en train de s'ouvrir en sourdine, cher Christophe, entre le syndicat IGTT et le parti de Nahda, puisque le parti de Nahda a fait publier par l'un de ses membres les plus éminents un post Facebook pour dire que il y a la preuve aujourd'hui que beaucoup de syndicalistes sont corrompus. C'est le nouveau mot qui tourne en Tunisie, dans 5 membres de bureau exécutif. Alors, autre chose. À partir de là, aujourd'hui, vous avez une confrontation politique, on dit ça à moucheté, un peu caché, mais aujourd'hui, un problème entre l'IGTT et le parti de Nahda. Un retour dans le zapping, cher Tarek, c'était le retour depuis sa démission du gouvernement. Nicolas Hulot, hier, invité de France 2, l'émission politique, et à la question de Léa Salamé, comment allez-vous? La réponse est longue de sens, écoutez plutôt. D'abord et avant tout, comment allez-vous? À titre personnel, ayant passé beaucoup de temps avec ma famille, très bien. Mais pour aller bien, il faut, ne pas regarder la réalité en face. Parfois, elle est gênante. D'ailleurs, je pense que c'est un peu symptomatique de notre société, c'est quand on regarde la réalité dans sa complexité, dans son urgence, je peux comprendre qu'on ait une forme de déni. Voilà. Alors, je me suis octroyé un petit moment, une petite parenthèse. Qu'est-ce que vous avez fait ces 3 derniers mois? J'ai profité de ma famille, ce que chacun aime et souhaite faire. Mais après, vous êtes rattrapé par votre conscience. Voilà, Nicolas Hulot, donc, qui a profité de ces moments pour profiter de sa famille et donc rattrapé par la dure réalité. Alors, je sais pas ce qu'il a vendu après, parce que j'ai pas écouté, mais j'adore tous ces grands ministres en politique que quand ils sont sur le terrain, ils sont incapables de faire. Et quand ils n'ont plus le pouvoir, tout à coup... Il dit qu'il n'a pas été attendu et que si on l'avait écouté, on aurait peut-être évité la crise des Gilets jaunes. Ah oui, vous savez ce qu'on dit, cher Christophe, il y a une très belle expression que j'adore. La victoire a plusieurs pères et la défaite est orpheline. Un dernier petit truc dans le zapping, on n'aura pas le temps de parler d'Amazon, mais je voulais vous parler et vous faire écouter dans ce zapping le président de la République En Marche à l'Assemblée nationale, qui a été repris dans l'émission C'est à vous par Cohen, Patrick Cohen, donc le journaliste, et Anne-Elisabeth Lemoine. Écoutez, on ressort des vieux propos et on essaye de les réactualiser. Vous avez dit ceci. J'ai de la compassion pour eux. Évidemment. Ils sont victimes d'un système qui, en effet, fait que de plus en plus, alors même qu'on dépense de plus en plus d'argent par l'État, par les collectivités territoriales, par les systèmes de santé, les systèmes ne fonctionnent plus. De la compassion pour ceux qui manifestent, bien sûr. Il y a deux. La compassion, c'est la pitié, c'est la charité. Non, pas du tout. C'est l'empathie, c'est le respect, c'est la prise en compte des plaintes qui s'expriment et des plaintes qui, pour beaucoup d'entre ces gilets jaunes, sont légitimes. C'était encore plus vrai samedi que ça ne l'est aujourd'hui. Si vous avez de la compassion, vous souffrez avec, donc il faudrait que vous manifestiez à leur côté. Mais attendez, on nous ne sommes pas des démagogues. Nous ne sommes pas des démagogues, nous ne sommes pas là pour défiler, nous sommes là pour trouver des solutions pour les Français. Voilà le président de la République En Marche à l'Assemblée nationale, président donc du groupe parlementaire de la République En Marche, qui a été essayé d'être repris par Cohen et Anne-Elisabeth Lemoine. J'étais pas avec eux sur le plateau, cher Christophe, mais si vous aviez fait attention à quelques-uns des mots que j'ai utilisés, j'ai dit que les gilets jaunes doivent avoir en même temps la compassion et en même temps la rigueur de l'organisation. Donc la compassion, la compassion. Non, mais il faut de la compassion pour comprendre la souffrance, mais en même temps il faut de la rigueur pour traiter les problèmes politiques. La compassion seule ne suffit pas. Est-ce qu'ils ont voulu faire dire ce qu'il s'est moqué d'eux du temps d'Hollande? Il dit qu'il faut de la compassion, et maintenant qu'il est au pouvoir, il n'y a plus de compassion. Ouais. C'est de la... Bon. Non, je me tais. Dans un instant, oui. Dans un instant, Medjahed. Juste après, par l'islam, on va parler du Mouloud, évidemment, parce qu'on est en plein dedans. C'était mardi, le Mouloud Nabawi Sharif. Et à ce titre, d'ailleurs, je rappelle que la maison du Soufi vous invite à une grande soirée demain soir, pour une soirée consacrée au Mouloud demain soir, donc. Et je crois que mon petit doigt me dit, en tout cas, le directeur de cette maison me l'a dit, Samir Absam, il sera présent demain soir. Et donc, tout à l'heure, à 20h, pour l'émission Par l'islam, passez toutes et tous un excellent week-end, quel que soit votre choix. Soyez prudents et pacifiques, c'est important. Et rendez-vous lundi en pleine forme. On vous veut vivant et en pleine forme. Donc lundi 16h sur France Maghreb 2. Passez un excellent week-end à l'écoute de votre radio. Merci Tarek pour le week-end. Merci à vous. Merci.
Merci à toutes, merci à tous. Le rappel de l'actualité, Marine Garel, bonsoir. Bonsoir à tous. Plus de 400 femmes journalistes signent une tribune aujourd'hui dans laquelle elles annoncent se joindre au mouvement #NousToutes qui manifestera partout en France demain contre les violences faites aux femmes. Une centaine de syndicalistes, femmes et hommes se joindront à cette mobilisation. Et puis les Gilets jaunes poursuivent leur mobilisation aujourd'hui à la veille d'une journée de rassemblement prévue à Paris. Le ministère de l'Intérieur a autorisé une manifestation au Champ de Mars près de la Tour Eiffel. Près de 6 Français sur 10 estiment par ailleurs que la France est plutôt en retard en matière de transition énergétique et les 2/3 des sondés considèrent que l'État n'en fait pas non plus suffisamment en matière de mobilité alternative et durable. Le gouvernement doit présenter mardi sa feuille de route en matière de transition énergétique pour les 10 années à venir. Cette nouvelle vidéo qui accable Nordal Lelandais, elle a été retrouvée dans le téléphone portable de l'ex-militaire, déjà mis en examen pour le meurtre de Maëlys, pour l'assassinat d'Arthur Noyer et l'agression sexuelle sur sa jeune cousine de 6 ans. Cette fois, il ferait subir à sa filleule des attouchements sexuels. L'enfant avait 5 ans au moment des faits, c'était à l'été 2017. Une touriste française est morte après une chute dans une zone rocheuse lors d'une excursion dans les vestiges de la célèbre cité de Petra en Jordanie. La jeune femme âgée de 28 ans est morte après une chute d'un rocher haut de 50 mètres. Météo et 5 départements du sud-est sont toujours placés en vigilance orange aux orages et aux crues pour aujourd'hui. Il s'agit du Gard, Hérault, Ardèche, Bouches-du-Rhône et Var. Tennis et la France affrontent la Croatie en finale de Coupe Davis pour tenter de soulever un 11e saladier d'argent. Et le joueur croate Koric a remporté son match face au Français Jérémy Chardy en 3-7, 6-2, 7-5 et 6-4. Football et le début de la 14e journée de Ligue 1 de football avec un derby ce soir. Lyon face à Saint-Etienne. Ce sera à partir de 21h. France Maghreb 2, service, info, musique, divertissement. France Maghreb 2. France Maghreb.